Depuis le début de l'année 2025, tu l'as constaté, les marchés chutent et notamment le S&P 500. Les craintes de récession qui planent au moment en tout cas où j'enregistre cette vidéo et les surtaxes douanières menacent bien évidemment l'ensemble des entreprises américaines. Cependant, il y a une question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les entreprises les plus vulnérables et quelles sont celles qui sont prêtes à résister. Alors évidemment, j'ai pas étudié ici les 500 entreprises, tu t'en doutes, du S&P 500 et je me suis focalisé sur les 7 qui attirent l'œil des investisseurs et c'est ce qu'on appelle les 7 magnifiques. Et ici, on va donc parler de Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Meta, Alphabet et Tesla. Et ce qui m'intéresse dans cette vidéo, eh bien, c'est pas de faire une analyse complète comme on peut avoir l'habitude de le faire, mais plutôt de se focaliser sur 3 critères essentiels par rapport au contexte dans lequel nous sommes. Pour cela, on va voir pour chacune de ces entreprises, eh bien, d'où vient l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans un premier temps. Deuxièmement, on va voir également quelle est leur dépendance réelle, notamment à la Chine et surtout en termes d'importation et de production. Et enfin, on verra comment chacune d'entre elles peut faire face à une éventuelle récession mondiale. À partir de ce constat que l'on va faire donc sur chacune de ces entreprises, eh bien, on va comprendre s'il y a un risque plutôt faible, modéré ou fort concernant la situation dans laquelle nous sommes et ça nous donnera effectivement des pistes de réflexion sur quelles sont les entreprises dans lesquelles investir et quelles sont celles qu'il vaut mieux éviter. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te dévoiler mon classement final avec l'entreprise qui, selon moi, a le moins de chances d'être impactée jusqu'à celle qui, pour moi, il faut absolument éviter. Dans cette vidéo, on va également profiter pour jeter un coup d'œil rapide sur la valorisation actuelle, au moment où j'enregistre cette vidéo, de chaque entreprise grâce à Investing Pro en définissant les objectifs de cours qui semblent être les meilleurs et on va regarder aussi les santé financières de chacune d'entre elles pour voir si à date on est déjà sur des entreprises solides ou s'il y a des risques potentiels. Ne tardons pas plus, on va voir donc chacune de ces vidéos et on démarre avec Microsoft. On commence donc avec la répartition des revenus qui sera le premier critère qu'on va identifier à chaque fois et sache que cette présentation que tu vas découvrir, ce support est à ta disposition de manière totalement offerte dans mon canal Telegram qui est bien évidemment ouvert à tous aussi et dont tu as le lien en description si cela t'intéresse pour avoir ce support mais également profiter de conseils et autres réflexions sur l'investissement notamment et le trading. Sache que toute l'information que je vais te partager ici, je suis allé la tirer dans les rapports des entreprises. Je me suis basé uniquement sur les rapports d'entreprise de 2024, donc pour les 7 sociétés, donc c'est vraiment de la data qui sort de ces rapports. Donc les chiffres ne sont pas inventés et proviennent bien des rapports 2024. Ça m'a demandé pas mal de boulot, je te cache pas. Donc si tu souhaites me remercier pour le travail effectué, eh bien tu peux déjà mettre un beau like et si t'es pas encore convaincu, je te laisserai le mettre peut-être à la fin de cette vidéo si je le mérite. Alors du côté de Microsoft sur les revenus, on a 3 gros segments. L'Intelligent Cloud qui représente 43%, soit 105 milliards de revenus. On a le Productivity and Business Process et on a le More Personal Computing. Ce qu'il faut savoir si tu te demandes ce qui se cache derrière, Intelligent Cloud, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est tout simplement, bien évidemment, toute la partie cloud, donc qui va comprendre notamment Azure et sa plateforme de service cloud qui connaît donc la croissance la plus rapide. C'est vraiment ce qui se développe actuellement et c'est important, tu vas le voir, de détailler les revenus de chacune de ces entreprises pour voir justement quel peut être l'impact de la Chine, notamment en tout cas au niveau de son activité, mais aussi d'une potentielle récession. Dans la division Productivity and Business Process, on va avoir toute la suite Office, donc Word, PowerPoint, et puis j'en passe, Excel et autres. On va retrouver également LinkedIn et Dynamics qui va constituer donc 32% des revenus. Et pour comprendre ce que représentent ces 25% que sont le More Personal Computing, eh bien c'est toute la partie Windows, Xbox et tout autre produit qui fait partie donc de Microsoft. Alors tout d'abord, on va regarder sur le biais de la surtaxe en Chine. Est-ce que ça peut avoir un impact ou pas ? Concernant la première branche, donc Intelligent Cloud, faut savoir que Microsoft a investi de manière massive dans des centres de données mondiaux. Donc il n'y a pas réellement d'impact lié à cette surtaxe. Du côté Productivity and Business Process, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces services sont principalement des logiciels. Donc finalement, encore très peu de dépendance par rapport à tout ce qui peut être lié à la Chine de ce point de vue-là. Et troisièmement, concernant le More Personal Computing, eh bien ici, Microsoft a plutôt bien diversifié sa chaîne d'approvisionnement parce que bien sûr qu'il y a la Chine qui contribue à la production de ces outils, mais il y a également énormément le Vietnam, l'Inde et d'autres pays asiatiques. Donc on a une réduction de l'exposition à la dépendance notamment de la Chine de ce point de vue-là. Donc en conclusion sur ce point-là, au regard de la diversification de sa chaîne d'approvisionnement et de la nature principalement logicielle de ses produits et cloud, Microsoft est assez peu exposé par rapport aux surtaxes douanières et sur les importations chinoises. Du côté de la récession, les services cloud sont essentiellement pour des entreprises
Et je pense que même en période de crise, c'est pas vraiment un secteur ou un business model qui est remis en question et ça lui confère d'ailleurs une certaine résilience pour ce segment-là. Donc c'est plutôt un bon point et en plus généralement c'est des contrats qui sont pluriannuels. Donc même si on avait un passage peut-être compliqué, je pense que ça serait de toute façon pas là où le bas blesse. Concernant le secteur Productivity and Business Process, les logiciels de productivité pour moi reste indispensable. C'est pas parce qu'on a une crise qu'on va plus utiliser la suite Office par exemple. Alors après, la question peut-être, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux outils avec l'IA? Bien évidemment, Microsoft est positionné sur ce secteur. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vont venir le remplacer? Ça, peut-être. Mais si on se focalise uniquement sur l'angle récession, en tout cas, pour moi, c'est pas forcément ça qui va venir réduire la croissance des nouveaux abonnements. Et enfin, pour tout ce qui est more personal computing, les ventes de matériel comme les appareils Surface ou encore Xbox pourraient être affectées en cas de réduction, bien évidemment, des dépenses des consommateurs. Mais encore une fois, c'est pas la grosse maille du secteur, en tout cas du chiffre d'affaires de Microsoft. Et certes, dans une certaine mesure, ça peut freiner, mais je ne pense pas que c'est un impact ultra significatif. Ça reste mon avis, bien évidemment. J'attends le tien en commentaire. Donc, si je dois apporter une conclusion ici, grâce à sa diversification géographique pour moi et la nature de ses produits, Microsoft va se positionner plutôt comme faiblement impacté par les taxes douanières et modérément sensible au risque de récession. Donc l'impact estimé que j'ai donné pour Microsoft, c'est plutôt entre faible à modéré. On se retrouve sur Investing Pro rapidement, juste pour présenter Investing Pro pour ceux qui ne connaissent pas. C'est l'outil que j'utilise pour identifier justement, notamment avec les screeners, mais aussi avec l'IA, les entreprises à fort potentiel. Et c'est absolument génial comme outil. On va le voir sur la fiche société de toutes les entreprises qu'on va regarder. Il y a des outils hyper puissants pour les débutants qui vont vous faire gagner énormément de temps. Si vous n'avez pas envie d'éplucher les comptes de résultats et autres, vous allez voir, c'est absolument génial. Mais il y a aussi l'IA désormais qui couple les études des analystes de Investing Pro et vous allez le voir, il y a deux possibilités de rejoindre Investing Pro, soit la Pro, soit la Pro Plus. Pour ma part, j'ai la Pro Plus, ça coûte quelque chose comme 220 € à l'année. Pour la Pro, ça coûte 96 €. Vous pouvez même avoir ces offres-là à moindre prix avec le code AFF8. Je vous ai mis un lien en description, il y a moins 17% sur les abonnements. C'est absolument génial parce que par exemple, si je prends la stratégie Titan de la Tech qui correspond plutôt bien aux entreprises de notre secteur, on voit que l'IA avec les choix faits par Investing Pro permet tout simplement d'avoir sur ces stratégies un rendement annualisé de 28%. On voit que sur 12 ans, ça fait plus 1938,2% et ça a surperformé le S&P 500 de 1633,1%. Alors évidemment, on était très porté par la tech ces dernières années, ce qui explique cette surperformance. Mais en tout cas, fallait-il encore faire les bons choix et c'est grâce à l'IA, vous voyez, chaque début de mois, vous avez la possibilité d'ajouter des entreprises à votre portefeuille, d'en retirer avec les performances qui ont été effectuées. Bref, c'est top, ça vous permet de plus facilement en tout cas investir et puis bien évidemment vous n'êtes pas obligé de tout faire. Moi j'investis pas dans toutes les sociétés qui me sont proposées parce que derrière je les mets dans mes watchlists et je regarde par rapport à différents critères tout simplement si celles-ci correspondent ou pas. Là il y a tout un ensemble de sociétés françaises par exemple. Bref, c'est pas le sujet de notre vidéo. Moi je veux vous regarder ensemble si Microsoft nous intéresse, mais en tout cas je vous mets un lien vers une vidéo que j'ai faite sur Microsoft Investing Pro qui pourra vous aider à voir si ça peut valoir le coup pour vous. Vraiment c'est un top outil aujourd'hui pour moins de 90 € ou pour 220 € en fonction du modèle que vous prenez. Clairement ça vaut le coup. Regardez ce qu'on peut faire quand on n'y connaît pas grand chose et qu'on veut s'assurer qu'on ne fait pas des erreurs. Regardez déjà ce qu'on peut faire quand on n'y connaît pas grand chose. Déjà se rendre directement sur la fiche de la société, sur l'aperçu, overview global, santé financière, c'est un outil que j'adore. Ça va nous permettre, et bien sûr, plus de 100 facteurs liés à l'analyse financière de l'entreprise, de lui donner une note suite au calcul fait par tout simplement Investing. Et à partir du moment, pour moi, où on est sur 3, alors idéalement 4, mais il n'y en a pas des masses, des entreprises qui sont à 4, mais 3, c'est déjà très bien. 2, ça va dépendre des critères, bien évidemment, qui sont ici, qui sont plus ou moins pondérés. Pour ma part, j'aime beaucoup regarder la rentabilité, les flux de trésorerie et la croissance. J'accorde moins d'importance au momentum de prix et à la valeur relative. C'est mon choix, mes stratégies. Ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est par rapport à ma volonté d'investir et ce que je pondère le plus dans mes choix d'investissement. Et là, on voit effectivement que Microsoft est une entreprise plutôt intéressante. Aussi, je le dis, je le rappelle, si vous avez peut-être déjà vu des vidéos, mais vous avez tout un ensemble de données ici, rouge et verte. Verte plutôt des éléments positifs, rouge des éléments plutôt à surveiller. Et par exemple, si vous voulez avoir de la data sur ces éléments-là, c'est écrit en bon français, en littéraire, mais vous avez des documents supplémentaires, plutôt des graphiques d'ailleurs, très visuels qui vous permettent d'avoir ici des explications par rapport aux pairs, aux concurrents. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours avoir ici
sur des éléments très clairs, la valeur, la taille, la croissance, bref, des éléments de comparaison de Microsoft par rapport à ses pairs, par rapport à son secteur, c'est extrêmement intéressant. Aussi, ce que j'aime beaucoup pour les personnes qui débutent, et moi aussi je m'appuie dessus, c'est d'avoir ici l'objectif des analystes. Actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'entreprise, pardonnez-moi, cote ici à 382 et non 409, puisque 409, c'est la moyenne projetée par le modèle d'investissement d'Investing Pro, c'est-à-dire qu'il prend 14 modèles ici de valorisation, il en fait une moyenne et il estime que la juste valeur selon en tout cas les modèles de valorisation, c'est 409,22 à date actuelle avec les datas dont on a. Et donc on voit ici par exemple qu'il y a un potentiel haussier. Parfois j'ai déjà trouvé des entreprises à 20, 25, 30 voire plus et c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de se dire tiens il y a peut-être un coup à jouer. Alors attention, c'est pas forcément parce qu'on a un potentiel haussier bien évidemment qu'il faut acheter l'action, mais ça permet d'avoir un ordre d'idée. Les analystes qui sont au nombre de 49, donc c'est des analystes, des économistes, des personnes de fonds d'investissement qui projettent également selon leur modèle de valorisation. Alors bien évidemment, chacun a sa façon de faire, ce qui explique qu'on a des analystes qui voient l'action à 420 et d'autres qui la voient à 650. Eh bien, on a une action ici qui nous est dit tout simplement que la cible, elle est à 506. Donc on voit qu'il y a un énorme, pour le coup, potentiel de hausse par rapport à ce qui est projeté du côté de Microsoft. Encore une fois, entre le cours actuel et la valeur qu'elle doit, entre guillemets, avoir cette entreprise, peut y avoir un gap toujours lié à la psychologie des marchés et aussi au contexte dans lequel on se situe. Parce qu'encore une fois, c'est basé sur des modèles d'investissement à date sur les éléments dont on dispose et donc difficile de faire une prévision évidemment, sauf si on intègre dans les éléments de valorisation des éléments de projection bien entendu. Donc voilà en tout cas un outil que je vous invite à utiliser en complément des vidéos que vous pouvez avoir. C'est un outil qui est top, je vous rappelle, moins 17%. Avec le lien que vous avez en description et donc très intéressant du côté de Microsoft puisqu'effectivement on voit qu'on a plutôt une incertitude qui est assez basse concernant la valorisation, il y en a probablement une décote actuellement, ça peut bien évidemment plonger encore plus et il faudra en profiter. Deuxième société, c'est Apple et donc pareil, on va regarder d'abord la répartition de ses revenus pour voir comment ça peut impacter. Ce qui est important de savoir, c'est que 52% eh bien, de son chiffre d'affaires avec un total de 205,5 milliards de dollars, c'est l'iPhone. Ensuite, j'étais assez surpris, mais c'est les services avec l'App Store, l'Apple Music et l'iCloud qui constituent 20% des revenus. J'avais plus ça en tête. J'étais convaincu que ça aurait été les Mac qu'on aurait eu en deuxième position, qui arrivent d'ailleurs en troisième position. Mais c'est 2 fois moins que cette partie service. On a également à peu près sur le même équivalent l'Apple Watch et les AirPods. Et puis enfin, on trouve le segment de l'iPad qui complète un petit peu cette répartition. Donc clairement, on est quand même beaucoup plus par rapport à Microsoft, vous le voyez, exposé sur du produit que sur du service. Donc on regarde ses revenus, si on regarde par rapport aux deux risques qui sont la dépendance on va dire aux importations chinoises et les risques de récession, ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est du côté de la dépendance aux importations chinoises, que c'est la production d'Apple, c'est quand même une part significative qui est faite en Chine, de surtout les assemblements des pièces, des composants. Donc ça c'est le premier point. Et puis les fournisseurs également dans lesquels Apple s'approvisionne, ils sont chinois. Donc finalement c'est quand même un impact qui est assez important du côté de l'entreprise, d'autant plus qu'on l'a vu, c'est surtout des produits et très peu de services, si on prend l'ensemble bien évidemment de son chiffre d'affaires. Concernant les risques face à la récession, pareil, c'est pas forcément la meilleure situation puisque les produits d'Apple sont quand même positionnés sur le segment premium, ce qui va pouvoir les rendre plus vulnérables en cas de réduction des dépenses des consommateurs. Et après, on a quand même le côté service qui pourrait effectivement être peut-être plus résilient puisque ça reprend un peu le même modèle que Microsoft, grosse maille, ça va comprendre l'Apple Store, l'Apple Music, l'iCloud, qui offrent des revenus récurrents et qui pourraient atténuer l'impact d'une baisse sur les ventes de matériel. Mais encore une fois, ça représente pour moi une petite partie du chiffre d'affaires d'Apple. Donc à moins qu'ils forcent et qu'ils appuient sur ce secteur-là, je suis un peu moins positif que forcément Microsoft. Et c'est pourquoi j'ai tendance à mettre un risque modéré à élevé. Je mets modéré, j'aurais pu mettre élevé honnêtement ici, mais je mets modéré parce que je me demande si vraiment un produit comme l'iPhone, comme le Mac, va arrêter d'être acheté en cas de récession parce que les produits souvent haut de gamme, finalement crise ou pas crise, les gens veulent ce produit, les gens veulent du Apple et pour avoir des connaissances autour de moi, ils n'achèteraient de toute façon que du Apple, j'ai presque envie de dire peu importe le prix. Donc voilà, à suivre bien évidemment, mais pour moi c'est quand même plus risqué que Microsoft. Si on jette un coup d'œil du côté de la valorisation, on est sur quelque chose, vous le voyez, d'un petit peu moins optimiste par rapport au cours actuel qui s'échange encore à 222 $. On a plutôt une moyenne, en tout cas, c'est là où il y a un distinguo à faire, c'est sur le modèle de valorisation d'Investing. On a une baisse potentielle puisqu'on estime qu'on est trop valorisé. En revanche, si on s'en suit aux analystes, bien tout simplement, on estime qu'il y a encore un potentiel de hausse.
Donc voilà, si on se met à peu près grosse maille en moyenne, hein, vous faites la moyenne des combos, des modèles de valorisation de la juste valeur d'investing avec les analyses, ben on est grosse maille à peu près sur le cours actuel. Concernant la santé financière, on voit que la croissance est un petit peu en deçà par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure. Par contre, on a une meilleure rentabilité, en tout cas sur les critères sélectionnés du côté d'Investing Pro. Et on a des flux de trésorerie qui sont également pas mal, la valeur relative étant relativement faible, puisque tout simplement, on a un potentiel de baisse de ce côté-là. Troisième entreprise, Amazon, qui génère la majorité de ses revenus d'ailleurs en Amérique du Nord. C'est important de le savoir, avec 387,1 milliards de dollars, ce qui représente 61% de son chiffre d'affaires. Les activités internationales, elles constituent 22% des revenus avec 142,9 milliards de dollars. Et on a toute la partie web service, Amazon Web Service, AWS, qui contribue à hauteur donc de 17% du total des revenus. Alors, ce qu'il va falloir avoir en tête ici, on va voir un petit peu comment ça peut s'impacter avec notamment eh bien, ce qu'on regarde depuis le début de cette vidéo, hein, à savoir l'impact en Chine et donc la récession. Pour moi, Amazon importe quand même une vaste gamme de produits de Chine. Alors, pas que, mais c'est très large. J'ai pas réussi à trouver le juste chiffre, comme on peut dire. Donc, bon, on sait juste que quand on parcourt hein, Amazon, on sait qu'il y a énormément de produits chinois. Et donc, forcément, bah, ça peut jouer dessus parce que, bah, tout simplement, les surtaxes sur ces produits vont augmenter les coûts, qui vont impacter, encore une fois, potentiellement les prix pour les consommateurs et les marges bénéficiaires. Les produits pour le coup de la marque Amazon, tels que par exemple les appareils Echo ou encore Kindle, bah, ça a aussi un impact parce qu'ils sont comme un peu Apple, hein, ils sont produits et fabriqués en Chine, enfin surtout fabriqués en Chine. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est quand même pas forcément pour moi la meilleure des choses. Pour ce qui concerne la récession, bah pour le coup, je pense qu'on est un peu plus exposé qu'Apple dans le sens où les consommateurs vont peut-être réduire leurs dépenses, ce qu'on appelle discrétionnaires, et ça va affecter bien évidemment les ventes sur la plateforme d'Amazon. Encore une fois, je pense que les gens continueront d'acheter, hein, là n'est pas le souci, et continueront d'utiliser Amazon, mais peut-être achèteront moins de choses un peu gadgets ou feront des choix, et notamment ceux qui ont l'habitude de beaucoup acheter sur Amazon, bah peut-être qu'ils peuvent réduire aussi dans ces périodes d'incertitude leurs achats. Donc on verra, bien évidemment, mais je pense que c'est un risque pour Amazon au regard de son profil. Alors certes, hein, on a encore une fois, on a AWS qui est moins sensible pour moi aussi que l'économie au regard de son activité, de son service, mais une récession prolongée, bah, ça peut aussi vous faire sortir de ce type de produit. Donc en conclusion, hein, on a quand même Amazon qui est assez exposé à la situation, notamment en raison de sa dépendance aux produits importés de Chine, tant pour également ses outils, comme on l'a vu, Kindle et Echo, mais aussi au niveau de la récession. J'ai bien envie d'avoir votre avis parce que j'ai un peu du mal à me positionner, hein, pour rien vous dire. Est-ce que vraiment la récession va faire que Amazon va perdre énormément? J'arrive pas à savoir. Honnêtement, j'ai du mal à projeter. Je sais pas quelle est votre réflexion, vous, de ce côté-là, donc j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. Si on regarde du côté d'Investing Pro, on a cette fois-ci un potentiel haussier selon la juste valeur et on a également un gros potentiel haussier selon les analystes. On voit que c'est même bien plus élevé ici, on est à 264, donc il y a vraiment un gros potentiel de ce côté-là. Donc ça reste bien évidemment une valeur intéressante. Moi j'en ai en portefeuille, hein, du Amazon, et je ne suis pas prêt de le vendre, croyez-moi. Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je regarde beaucoup la croissance, la rentabilité et les flux de trésorerie, et clairement, on est sur une entreprise qui coche ces cases-là. Alors pour le coup, je vais plus en détail, moi, que simplement les critères qu'on me donne ici, mais ça permet déjà de filtrer pour moi, de me dire, ok, on a une perf de 3 et surtout, j'ai 2 des 3 critères que je regarde le plus qui sont sur 4, ça annonce du bon. Ça annonce du bon par rapport à tous les éléments que je vais chercher. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur les éléments que je sélectionne, je t'invite tout simplement à te procurer ma formation qui est offerte. J'en parle un petit peu, des éléments qu'il faut regarder. Et si tu veux vraiment découvrir des stratégies avancées, il y aura ma formation payante qui te sera proposée à la suite de la formation offerte. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, tu as le lien pour la formation offerte en description. Du côté de Google et plus de manière plus large de sa maison mère Alphabet, eh bien voici comment sont répartis les revenus. On a 307 milliards de dollars, c'est rien que ça, soit 88% eh bien, du chiffre d'affaires de Google qui est fait dans tout ce qui est service. Et qu'est-ce qu'on entend par service? Eh bien, c'est la publicité sur Search, sur YouTube et sur tous les services Google qui sont à disposition, notamment des entreprises. On a également 13%, donc c'est l'autre partie hein, qui est grosse maille parce qu'il y a 3 fois rien qui traîne, du côté de Google iCloud. Et ici, c'est tout ce qui est un service d'infrastructure cloud et plateforme pour les entreprises. Et ensuite, on a voilà, une toute petite partie qui a été, que j'ai relevée dans, comment dire,
le rapport annuel sur les chiffres de Alphabet en 2024, mais je me suis pas plus attardé de ça. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette répartition montre quand même la forte dépendance d'Alphabet à son activité publicitaire, avec malgré tout une activité qui est en croissance, faut le savoir. Du côté du cloud, ça prend un peu plus de poids de plus en plus au fur et à mesure des années. Alors on regarde nos deux critères pour aujourd'hui, tout simplement entreprise principalement autour des services et de la publicité. Donc pour moi, c'est pas forcément, alors ça peut jouer bien évidemment, mais la majorité des revenus d'Alphabet provient donc de ces services en ligne. Et donc finalement, la publicité, c'est les secteurs qui sont relativement peu affectés par ces surtaxes douanières, d'ailleurs bien moins que bien évidemment les biens physiques. Alors concernant la récession cependant, les entreprises peuvent couper leur budget de communication publicitaire et ça peut bien évidemment impacter de ce point de vue-là. Là, c'est assez compliqué à évaluer et bien évidemment, ça peut en tout cas être un frein. Je suis complètement conscient de ça et pourquoi je dis je suis conscient, parce que je suis investisseur également dans Google et donc forcément c'est un point que j'ai en tête. Maintenant je pense que c'est des phases passagères et aujourd'hui quand je vois l'explosion quand même de l'utilisation alors bien évidemment de Google mais surtout de YouTube et des autres services qui mettent à disposition, notamment toute la partie cloud qui grandit énormément, j'ai assez peu d'inquiétude sur l'avenir en tout cas, même si l'IA vient s'en mêler. Je pense que Google est quand même suffisamment en place pour être bousculé. D'ailleurs en parlant des services cloud, ils peuvent être moins sensibles au cycle économique, comme on l'avait vu avec Microsoft. Donc une récession prolongée, je ne suis pas sûr que c'est un impact énorme pour moi, en tout cas sur ce service-là. Maintenant, encore une fois, c'est plutôt la publicité qu'il faut regarder. Et là, pour le coup, si les entreprises coupent les budgets comme, ça peut forcément avoir un impact. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre la note de moyen en termes d'impact estimé pour Google. Du côté de Google, on a un super fiche société, encore une fois. J'adore ces entreprises, comme vous le voyez encore une fois. Ça peut vraiment vous aider à trouver les entreprises dans lesquelles j'investis, puisqu'on a là, pour le coup, une note de 4. On est sur une super entreprise, j'adore Google. Santé de la rentabilité 4, flux de trésorerie 4, santé de la croissance 3. On a encore plus un potentiel haussier. La juste valeur estime qu'on est un peu trop bas. Et je ne vous parle même pas des analyses qui sont toujours très ambitieux. Alors c'est pas toujours le cas, il y a des entreprises pour lesquelles on a des modèles d'investissement qui sont plus bas, mais on voit effectivement que selon en tout cas les systèmes d'évaluation, on a une entreprise qui semble en tout cas peut-être pas sous-valorisée par rapport à ses fondamentaux, mais en tout cas qui peut effectivement avoir un potentiel haussier qui est très intéressant. Et bien évidemment, si ça continue de chuter, ça laissera d'autant plus de bonnes opportunités à mon sens pour renforcer ces lignes. Parlons maintenant de Meta et donc de ses sources de revenus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Meta tire la quasi-totalité de ses revenus grâce à ses applications phares. On parle notamment de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, avec beaucoup également de publicité sur cette activité. Et on a également une partie Reality Labs, la division responsable du développement des technologies de la réalité virtuelle augmentée, qui n'a pas forcément très bien fonctionné d'ailleurs ces dernières années. On avait eu tout l'échec au niveau du métavers, et d'ailleurs ils en reparlaient dans le rapport de 2024. Bref, ça fait partie aussi de la vie des entreprises. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis écarté de cette société. Je trouve que notre ami Mark Zuckerberg fait des très bonnes choses, mais j'en ai pas en portefeuille directement du Meta, j'en ai au travers bien évidemment de mes ETF, mais c'est pas une entreprise dans laquelle je souhaite investir plus que ça pour des raisons qui me sont propres, mais notamment parce que les réseaux sociaux, c'est pas trop ma came, même si je suis assez convaincu de ça, mais il y a des prises de décision, je trouve, un petit peu trop polarisées, si je peux le dire ainsi, comme on avait pu le voir avec le métavers, qui fait qu'effectivement, c'est pas toujours les bons choix. Et j'aime moyennement de ce point de vue-là. Mais enfin, la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est quel peut être l'impact de la Chine sur Facebook, notamment de ses surtaxes douanières et également de la récession. C'est ce que je vous propose donc de voir maintenant. Si ma slide veut bien se passer, magnifique, elle se passe. Waouh, quelle réactivité du logiciel. On a donc du côté d'apport des importations chinoises, Family of Apps, c'est un segment donc, qui comprend les applications, on l'a vu. C'est quasiment axé sur les services numériques et donc je vois pas trop l'impact que ça peut avoir en tout cas au niveau des surtaxes. Là où ça peut jouer, ça serait effectivement encore une fois ok, peut-être qu'on répond pas par des surtaxes du côté de la Chine ou peut-être par des surtaxes, peu importe, mais ça pourrait être aussi, on décide de couper des accès à Facebook, Meta, Instagram, etc. Et on le voit bien à la guerre des réseaux avec TikTok qu'on avait eu un moment aux États-Unis avec la Chine, ça peut jouer, donc forcément ça peut avoir un impact, mais encore une fois, je vais parler uniquement du fait des importations chinoises. Pour moi,
moi, c'est pas forcément une problématique. Concernant les risques face à la récession, c'est quasiment les mêmes que Google, hein. On l'a vu, c'est principalement de l'activité publicitaire. Et encore une fois, si les entreprises coupent du côté de Google, bah pourquoi elles ne couperaient pas du côté de Meta? Donc je pense que ça sera assez lié de ce point de vue-là. Et ça, évidemment, peut représenter un risque ici assez important. Donc j'aurais plutôt tendance à mettre une note modérée ici sur le risque, simplement pour ces raisons où je pense pas que sur le premier critère, c'est un réel impact. Par contre, si on commence à avoir des coupes budgétaires qui sont où on serre les vis, on ferme les vannes, forcément ça sera beaucoup plus compliqué de ce point de vue-là. Du côté de la fiche de la société, on est également sur une entreprise qui, vous le voyez, une très bonne note, 4. Alors ils ont juste changé, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont changé, ils m'ont décalé les notes, c'est pas les mêmes critères, attention la valeur relative était là. On a une entreprise qui est très bonne au niveau des critères, moi c'est pour d'autres raisons, je rappelle que quand j'investis dans une société, je ne regarde pas que la santé financière, je regarde d'autres éléments, mais en tout cas c'est un très bonne note. Santé de la croissance, on est à 3, on est à 5 sur la rentabilité, ce qui est absolument excellent, et la santé de flux de trésorerie qui est également très bonne. On a une légère survalorisation du côté du modèle d'investissement de la juste valeur, et on a des analyses toujours plus optimistes, pardonnez-moi, toujours plus euphoriques que jamais, qui estiment l'action à une valeur de 763. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce côté-là, mais déjà, effectivement, on est quand même assez haut sur Meta et on est sur une entreprise qui en tout cas a des bons fondamentaux malgré tout ce que j'ai dit juste avant. Encore une fois, il n'y a pas toutes les entreprises qui ont d'excellents fondamentaux dans lesquels je suis. Il faut savoir faire des choix et Meta ne fait pas partie de mes coups de cœur, mais en tout cas, on est sur des jolies notes. Avant-dernière société des 7 magnifiques, Nvidia, et ici, on a 78% du chiffre d'affaires qui est fait du côté des data centers, et c'est vraiment le principal moteur de croissance de Nvidia aujourd'hui, qui est porté donc par l'explosion de la demande en intelligence artificielle et en calcul haute performance. Ça ne nous a probablement pas échappé puisqu'on a parlé pendant l'année 2024 que de ça, ou presque, donc c'était difficile de le louper. Du côté des autres activités, on a la partie gaming qui représente quand même quasiment 20% de l'activité, et on a dans les autres segments des services que je vous laisserai apprécier à hauteur de 5%. Personnellement, c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien, donc voilà, juste c'est important de comprendre, grosse maille, que 80% de l'activité est fait par les data centers. D'ailleurs, c'est un tout petit pourcentage des autres segments et qu'on a une partie gaming. Alors, quel impact du côté de la surtaxe? Eh bien, tout simplement, il faut regarder du côté de deux choses. D'une part, de la fabrication des puces, puisqu'NVIDIA ne possède pas de fonderie propre et externalise donc la fabrication de ses semi-conducteurs à des partenaires comme notamment TSMC, mais eux sont à Taïwan. Alors, on pourrait se dire, bon, c'est une bonne nouvelle. Bon, ok, effectivement, c'est pas la Chine-Taïwan, mais, enfin, en tout cas, pas la Chine continentale, mais les tensions géopolitiques dans la région, ça peut affecter la chaîne d'approvisionnement de manière plus globale. Donc, si on commence à avoir effectivement des répliques, ça peut jouer. La Chine, il faut aussi savoir que c'est un marché ultra important pour Nvidia, notamment pour ses produits qui sont liés à l'intelligence artificielle et au centre des données. Donc tout ça, il faudra l'avoir en tête parce que les restrictions américaines sur les exportations de certains GPU haute performance vers la Chine pourraient limiter l'accès de Nvidia à ce marché. Concernant la récession, on a d'une part les data centers. Bon, ce segment est majoritairement orienté vers les entreprises, donc pour moi c'est un moins sensible au cycle économique car les besoins en infrastructure cloud et en intelligence artificielle, même si on a une crise, ils vont rester élevés, donc je pense pas qu'il y ait un gros risque de ce côté-là. Si on regarde sur la partie gaming, par contre, les produits destinés aux jeux vidéo peuvent avoir une demande réduite en cas de récession, les consommateurs limitant encore une fois leurs dépenses discrétionnaires. Donc en synthèse, Nvidia, bien que ça ne dépende pas directement des importations chinoises, attention sur sa production, les tensions commerciales et les restrictions à l'exportation peuvent, à mon sens, affecter ses ventes sur le marché chinois. Et du côté de la récession, je pense qu'on a moins de risques de ce côté-là, avec une forte dépendance, comme on vient de le voir, au segment des centres de données, les data centers, donc qui pourraient offrir plus de protection pour moi en tout cas contre une récession, mais les autres segments pourraient être légèrement affectés. C'est pourquoi je décide de mettre un impact plutôt modéré pour Nvidia. Alors du côté de Nvidia, je vous cache pas avoir été surpris par la juste valeur. Je m'attendais à ce qu'on soit encore surcoté, mais comme quoi non, on a des projections encore plus hautes. Mais bon, faut le dire, quand même les perspectives restent très bonnes à moyen long terme pour Nvidia, on vient de le voir. Et en plus de ça, regardez la beauté de cette entreprise, une note de 4, santé de la rentabilité 5, santé de la croissance
croissance 4, santé des flux de trésorerie 4. Il y a un moment, ça nous permet aussi de faire un petit parallèle avec quelque chose ici, c'est qu'on le voit, c'est 7 grosses entreprises et il nous en reste une dernière à voir, Tesla, mais en tout cas les 6 premières qu'on a vues, malgré tout, ont toutes d'excellentes notes et comme par hasard, c'est les 7 plus grosses capitalisations. Donc on peut toujours essayer d'aller acheter l'entreprise qui est un peu décotée, d'évaluer, qui n'a pas tout à fait les bons fondamentaux en espérant qu'elle remonte. Et finalement, je pense que comme vous l'avez vu sur ces dernières années, mieux vaut quand même être sur les entreprises de qualité qui ont des excellentes notes, car on a quasi la certitude que ça monte dans les bonnes phases de marché. Et dans les phases où c'est moins bon, bah oui, ça corrigera, il y aura des prises de profit et puis il y aura aussi de la perte de confiance et peut-être de la panique qui se mettra en place. Donc ça offrira des opportunités, mais malgré tout, ça sera également quand les marchés repartiront du bon pied, bah les premières à repartir le plus vite possible. C'est comme dans la crypto-monnaie, hein, c'est toujours les meilleures cryptos qui repartent les premières. C'est la même chose dans les actions et c'est d'abord d'ailleurs lié au marché des actions. Et donc on a forcément bien ainsi des entreprises dans lesquelles on a plus de garanties de gains sur le moyen long terme et c'est pourquoi bien évidemment je surveille toujours de manière globale ces 7 entreprises et bien d'autres bien évidemment parce qu'il y en a plein qui cartonnent et qui sont moins connus et c'est pour ça que cet outil Investing Pro m'aide énormément à faire le job, à identifier même des sociétés soit que je connais un petit peu, soit que je connais de nom, mais qui me permet par la suite, quand je vois que les fondamentaux sont vraiment excellents d'un point de vue financier, bah, d'aller m'intéresser un peu plus au côté, je dirais, qualitatif plus que quantitatif, mais vraiment qualitatif, aller voir quel est son métier, comment elle fait de l'argent, qui sont ses clients, comment elle le développe ou elle vend en tout cas ses produits, etc., etc. Et donc de rentrer vraiment dans la peau d'un investisseur et je trouve que Investing Pro me permet énormément de faciliter ce job. On termine avec la dernière entreprise, Tesla, et donc au niveau de ses performances, c'est relativement simple. J'ai plus mis ici un comparatif parce que clairement on est sur la vente de véhicules, il n'y a pas non plus 40 secteurs. La chose à avoir en tête, c'est qu'on certes on a augmenté les revenus du côté de Tesla sur l'année dernière, mais par contre on a vraiment massacré la marge. Enfin, en tout cas, les bénéfices, puisqu'on voit qu'on a très légèrement augmenté le revenu, mais on a divisé par 2 les bénéfices. Alors, c'est lié par plusieurs facteurs, mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, parce qu'on pourrait se dire, c'est de la dette, c'est de l'investissement, ok, peut-être, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une baisse ici du nombre de véhicules livrés. Et ça, c'est pas des bons indicateurs. Alors bien sûr, sur une année, ça peut le faire, mais si on rentre dans une période de récession, bah pour moi, c'est absolument pas une bonne chose. Et vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je ne suis absolument pas friand d'une part du secteur de l'automobile et encore moins de l'entreprise Tesla. C'est un parti pris, bien évidemment. Je ne dis absolument pas que c'est ce qu'il faut faire, mais pour moi, c'est l'entreprise qui fait tâche dans ces 7 magnifiques et je pense qu'il est plus porté par des éléments de hype plus que par des propres fondamentaux, peut-être le produit aussi qui plaît et qui fait qu'aujourd'hui elle est plutôt très solide. Alors du côté des surtaxes, il y a quelques soucis à mon sens, c'est que Tesla dépend énormément de la Chine, notamment pour tout ce qui est minéraux critiques, tel que le graphite qui est utilisé dans les batteries des véhicules électriques. Et la domination de la Chine dans la production de ces minéraux, bah, ça pose des défis à Elon Musk et aux entreprises d'ailleurs américaines qui tentent de sécuriser des sources alternatives. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué malgré tout pour ces entreprises de s'en sortir. Et en plus de ça, il y a quand même Tesla qui fait de plus en plus face à une compétition immense avec notamment les véhicules électriques BYD qui ont vu eux leur vente énormément augmenter et donc forcément bah, ça peut faire craindre des choses, d'autant plus dans un contexte qui nous amène au deuxième de récession où je pense que les véhicules électriques type Tesla qui sont malgré tout positionnés sur du haut de gamme, bah, en période de récession les consommateurs peuvent aussi couper leurs dépenses discrétionnaires et typiquement on va peut-être attendre pour acheter une Tesla, il y a peut-être des priorités pour certains et on l'a vu, a priori c'est pas l'entreprise qui se porte le mieux possible avec la surtaxe. Du côté de la Chine, ça les met quand même en grande délicatesse et pour moi, bah, le risque est globalement très fort et très élevé sur cette entreprise. Concernant les notes, bah, vous voyez déjà qu'on est sur l'entreprise que j'affectionne le moins qui a une note moins bonne. Alors, on reste sur des critères de flux de trésorerie, de croissance et de rentabilité qui sont, quand on le regarde comme ça, plutôt pas mal, mais en réalité, quand on creuse, pour moi, c'est loin d'être satisfaisant, notamment sur les chiffres des dernières années, voire même des derniers trimestres. Je trouve pas que ça soit très rassurant. Du côté des analystes, on reste globalement haussier, mais honnêtement, encore une fois, les analystes peuvent se tromper. Je peux me tromper, bien sûr aussi, hein, bien évidemment. Mais encore une fois, je pense que dans l'investissement, c'est important d'avoir ses convictions et je suis absolument pas convaincu par déjà mes connaissances et mon expertise dans ce secteur-là. Donc, je m'en écarte le plus possible et encore moins par l'entreprise Tesla. Malgré tout, il y a un potentiel aussi attendu ici. On a donc fait le tour sur l'ensemble de ces sociétés et voici comme promis mon classement. Donc, pour moi, celle qui a le moins de risques, je dirais que c'est Microsoft, notamment grâce à son activité de service cloud et de logiciel, suivi par les deux acteurs alors j'ai choisi Alphabet en premier,
honnêtement, enfin en position numéro 2, pour la simple et bonne raison que j'en ai en portefeuille. Je me suis pas embêté là-dessus par rapport à Meta. C'est clairement un biais, on aurait pu les mettre au même niveau, tout simplement parce que on est surtout sur des dépenses budgétaires et publicitaires, donc pour moi ça craint moins. Ensuite on aura Nvidia qui peut être sujet aux tensions géopolitiques dans la zone Asie et qui, même si elle a une grosse activité de data center et que son secteur est porteur, je pense qu'il peut y avoir des risques. Ensuite j'ai mis Apple et j'ai hésité entre Apple et Amazon, j'ai pas trop su trancher, mais j'ai quand même mis Apple simplement parce que j'estime qu'il n'y a pas que la Chine, et même si ces produits sont énormément issus du marché chinois, je pense qu'au niveau des ventes on peut quand même s'en sortir. Amazon en 6, un petit peu pour les mêmes raisons. J'arrive pas en fait à évaluer, comme je vous le disais dans la vidéo, le degré de l'impact d'une récession sur Amazon. C'est vrai que pour moi c'est très compliqué. Alors est-ce que j'ai un biais parce que je suis investisseur dans Amazon? Honnêtement j'en sais rien et j'attends vraiment vos retours. Et dernier bien évidemment Tesla. Est-ce que vous auriez fait le même classement que moi? Est-ce que vous auriez changé des choses? J'ai vraiment hâte de savoir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des choses qui sont aberrantes dans ce que j'ai dit ou pas? C'est possible aussi. Est-ce que vous voyez des choses de manière complètement différente? Faites-le moi savoir bien évidemment en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à me mettre un gros like car honnêtement ça a été du boulot que de repasser sur tous les documents financiers de ces entreprises, les rapports annuels plus exactement. Donc n'hésitez pas à mettre un beau gros like, à vous abonner si vous découvrez la chaîne, vous verrez il y a plein d'actualités sur les marchés financiers et l'investissement. Je vous rappelle que cette présentation est disponible sur mon canal Telegram et je vous laisse avec une présentation justement de Investing Pro si jamais vous ne connaissez pas encore cet outil. Un grand merci à tous pour votre visionnage et je vous dis à très vite. Ciao.